Merci Monsieur Klosowski. La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe RUMP. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le présent projet de loi part d'une bonne intention, je crois que ça a été rappelé à diverses reprises à cette tribune. Construire une passerelle entre un jeune entrant dans l'entreprise et un salarié devant la quitter est une très bonne idée. Il s'agit d'une idée audacieuse qui mérite en parallèle un dispositif qui devrait être tout autant audacieux. Sur le sujet de l'emploi, le dogmatisme ne peut plus être de mise tant la situation de celles et de ceux qui sont privés d'emploi est insupportable. Les jeunes et les seniors sont depuis trop longtemps exclus du marché du travail pour que nous ne recherchions pas des dispositifs innovants et bien conçus. Le lien générationnel est certes important, mais il a toujours existé dans l'entreprise. L'entreprise est un vivier où chacun a sa place et où les passages de témoins sont heureusement légion. La transmission des savoirs entre les travailleurs expérimentés et ceux qui entrent dans la vie active est un élément important et structurant. L'accompagnement doit être promu, mais celui prévu par le dispositif proposé semble davantage administratif, donc lourd et a priori probablement négatif sur l'effet positif que vous escomptez. Il convient de regretter, et cela a déjà été signalé à plusieurs reprises, que le tutorat, pragmatisme sur le terrain, n'ait pas été retenu, l'engagement numéro 33 du candidat Hollande ne faisant que rhabiller le dispositif du tutorat qui avait été mis en place par la précédente majorité en 2007. Pourtant, l'audace dont je vous parlais en introduction s'est mue en menace sur le cœur même du dispositif des contrats de génération. Le rapporteur a eu beau s'évertuer à espérer corriger l'effet d'aubaine, en retenant notamment l'absence de licenciement économique sur l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle dans laquelle les embauches sont envisagées, il n'en demeure pas moins que les contrôles en la matière seront concrètement difficiles. Plusieurs raisons me paraissent devoir réserver mon vote. 3 raisons de fond en premier lieu. La première raison, c'est le financement du dispositif, pour le moins hasardeux, reposant sur cette enveloppe de 20 milliards d'euros, dévolue initialement au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et qui servira de puits de financement. La seconde raison, c'est la distinction qui nous paraît pernicieuse selon la taille des entreprises. Celles de moins de 300 salariés qui ne seront finalement qu'incités à signer des contrats de génération alors que les autres y seront contraintes. Cette disparité crée une mosaïque de situations et ceci n'est jamais souhaitable. La troisième raison, qui est la substitution probable du contrat de génération au mécanisme de l'apprentissage et de l'alternance, qui n'ont jamais été évoqués avec force et conviction par le gouvernement au cours des derniers mois. Or, ces dispositifs ont permis jusqu'à présent aux jeunes d'avoir un emploi. Un apprenti, c'est un salarié. Cela a été rappelé à cette tribune sur une base de 80%. Cette formation d'apprentissage et d'alternance, on le sait, encadrée, convient à un certain nombre de jeunes qui ne souhaitent pas suivre un enseignement général, comme aux entreprises recherchant des personnes à former en interne. Or, Monsieur le Ministre, à défaut de promouvoir l'apprentissage et l'alternance, nous assistons finalement à un abandon complet de ces outils, ce qui génère une source supplémentaire d'inquiétude. Certes, nous avons entendu le ministre Repentin il y a quelques instants, nous indiquons que nous aurions des propositions d'ici quelques mois sur l'apprentissage, et je crois qu'il est bien temps que ces propositions viennent. Du reste, Madame Martine Aubry a elle-même littéralement étrillé le contrat de génération en raison des effets d'aubaine qu'il induira. Selon l'OCDE, 80% de ces contrats risquent de provoquer de tels effets. 80%. Beaucoup trop de questions sont restées sans réponse, comme le contrôle de la pérennité de ces sources d'emploi, et notamment en cas d'interruption de l'aide de l'État. Comment, par ailleurs, vérifier l'application du dispositif sur place et sur pièce par l'intermédiaire du contrôle de conformité? Vous vous êtes interrogé vous-même en commission sur l'affectation éventuelle de moyens supplémentaires. Que penser aussi de l'initiative du rapporteur de présenter des amendements si importants sur le texte en commission des affaires sociales, 71 amendements que nous avons découverts le matin même de l'examen? Force est de se demander si le projet de loi n'a pas manifestement été rédigé trop hâtivement.
Une inquiétude ensuite sur la forme. Une inquiétude soulevée concernant ce projet de loi conduit également à réserver mon vote. Monsieur le rapporteur, le 19 décembre dernier, devant la Commission, vous avez estimé que s'il est de notre rôle de parlementaires d'en débattre, il convient aussi de ne pas dénaturer le travail des partenaires sociaux. Débattre en commission, déposer des amendements ne reviennent certainement pas à dénaturer un texte. Vous vous abritez derrière le paravent que constituent les accords entre partenaires sociaux au motif que le tutorat n'en fait pas partie. Je termine. Vous n'avez cesse de rappeler que le texte a fait l'objet, certes, d'un accord national interprofessionnel unanime entre les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs. Mes chers collègues, si chacun doit se réjouir de la vitalité du dialogue social dans notre pays, celui-ci ne doit en aucun cas servir de justification automatique, je dirais d'accusé de réception, pour reprendre une image postale, aux lettres de demande de précision effectuées et aux amendements déposés. Je souhaite que le débat soit productif, ce qui serait nécessaire pour un texte aux objectifs ambitieux. Je vous remercie.